Donc, bonjour à toutes et à tous, on va pouvoir débuter. Je suis ravi de vous accueillir pour cette cinquième session de l'accélérateur PME qui aura pour thème la mise en place d'une démarche d'achat responsable. J'aurai le plaisir d'être accompagné pour la co-animation de cet atelier avec Laurent Denoux, qui est en charge de mission, qui est chargé de mission Pôle acheteur, charte et label à la médiation des entreprises. Donc, bonjour Laurent, merci de co-animer cette session avec moi. Bonjour Émile, merci. Bonjour. Donc, quelques conseils, comme à chaque fois, de bon sens sur l'animation de cette session. Pour la prise de parole, n'hésitez pas à utiliser le chat pour poser vos questions et à lever la main lors des temps de questions-réponses. On pourra vous donner la parole. Soyez attentifs justement, aux interventions des autres participants. Essayez de garder un environnement assez silencieux et important à couper votre micro si vous ne parlez pas. Essayez aussi d'avoir votre caméra allumée, c'est toujours beaucoup plus convivial. Et essayez également, dans le cadre d'un environnement silencieux, de vous déconnecter de vos boîtes mail, de garder le téléphone coupé pour être concentré. Donc, nous nous retrouvons aujourd'hui pour la cinquième session de l'accélérateur PME. Donc, cette session aura pour thème, comme je disais, les achats responsables. Il y a un nouveau thème de cette édition. Je pense que, en tout cas, je pense, et j'en suis assez convaincu d'ailleurs, vous allez voir que c'est un thème très intéressant et sur lequel les PME peuvent avoir des difficultés pour se lancer. Enfin, nous aurons une dernière session jeudi 8 février, donc le mois prochain, qui viendra clôturer cet accélérateur sur le suivi et la valorisation de la démarche à la somme. On verra ça en fin de session. Pour le programme du jour, le voici, toujours découpé en deux temps, un premier temps de formation et un second temps d'atelier en sous-groupe. Pour le temps de formation, nous aurons tout d'abord une petite introduction. Nous verrons la notion et les notions des achats responsables, comment mieux comprendre ce concept. Nous verrons quelques cadres pour progresser qui seront présentés par Laurent et nous aurons comme à chaque fois un temps de questions-réponses pendant une dizaine de minutes. Et ensuite, nous passerons à l'atelier que nous verrons un peu plus tard. Les objectifs de la session sont triples. Premièrement, définir les notions et comprendre les enjeux des achats responsables. Deuxièmement, comprendre les questions à se poser dans le cadre d'une stratégie ou d'une démarche achat responsable. Et enfin, découvrir le parcours achat responsable du médiateur des entreprises que Laurent pourra nous présenter. On va tout de suite débuter avec une petite activité brise-glace, comme à chaque fois. Vous pouvez directement répondre dans le chat que vous évoque justement le concept d'achat responsable. Et s'il vous évoque quelque chose, est-ce que vous avez déjà mis en place une démarche d'achat responsable au sein de votre entreprise? N'hésitez pas à écrire dans le chat en quelques mots ou un peu plus si vous le souhaitez. Alors, bonjour Marilène. Je n'ai pas le son. Mince. Est-ce que les autres ont le son? Oui, tout va bien. Oui? Super. Oui, Marilène. Émile. Ça va. Bon, d'accord. Donc, Marianne, peut-être un problème de votre côté. N'hésitez pas à vous déconnecter, reconnecter. Ça devrait fonctionner. Donc, dans les réponses que je vois apparaître, on a prestataires locaux. Et donc, oui, vous avez déjà mis en place une démarche d'achat responsable. Ne pas acheter à l'autre bout de la planète. Local, donc il y a cette notion de local, d'achat local qui ressort fortement. Engagement, seconde vie des achats, c'est aussi intéressant. Super, Marianne, vous avez le son maintenant. Parfait. Achat local, donc il y a ce concept qui ressort fortement. Il n'y a pas que le prix qui compte, ça aussi on le verra que c'est à garder en tête. Oui, KLB Group a mis en place une démarche d'achat responsable. Nous sommes labellisés. Ah bah, Laurent, regarde, des labellisés qui sont présents. Oui, j'en doute pas. Acheter ce qui est nécessaire. Bonjour, oui, nous venons de formaliser une charte des achats responsables, prestataires locaux, évaluation des engagements prestataires et fournisseurs, etc. Achat de proximité. Donc, il ne dit pas vraiment de démarche. Partenariat fournisseur, partenaires locaux. C'est vraiment cette notion qui ressort. Charte des achats, respecter, achats locaux, encore une fois, achats raisonnés. Ok, donc il y a pas mal d'idées qui ressortent, c'est super intéressant. Merci beaucoup à toutes et tous. Il y a vraiment cette notion d'achat local en fait qui revient assez fréquemment. On voit qu'en effet, c'est un plan et un axe de travail lorsqu'on souhaite mettre en place une démarche d'achat responsable, mais qu'il y a aussi d'autres thématiques sur lesquelles on peut travailler. Nous sommes en train d'écrire une politique d'achat. Bah, super, j'espère que cette session pourra vous aider. Merci à toutes et tous d'avoir contribué à cette petite activité. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Alors, première partie, première sous-section de ce webinaire, donc comprendre les achats responsables.
Premièrement, pourquoi les achats comptent dans le cadre d'une démarche RSE? Quelques axes clés à avoir en tête. Premièrement, parce que les achats représentent en moyenne 60% du chiffre d'affaires des entreprises et sont donc assez déterminants logiquement dans la performance globale d'une entreprise. C'est vrai que lorsqu'on a un poste ou un département comme ça dans une entreprise qui a un point aussi important, le fait de l'engager dans une démarche de durabilité ou de responsabilité sociétale, ça peut être assez moteur et un levier à actionner assez fort dans le cadre d'une démarche RSE, tout simplement. Deuxième point, il s'agit d'une fonction transverse, qui joue un rôle d'interface entre des partenaires externes et des services internes. C'est vrai que là aussi, parfois, on peut avoir des difficultés à impliquer justement ces parties prenantes externes, ces partenaires externes, dans le cadre d'une démarche RSE. Et la fonction achat peut servir de rôle d'interface ou d'interface, de vecteur, de levier, encore une fois, pour impliquer ces prestataires externes, ces parties prenantes externes sur ces sujets. Troisième idée à garder en tête, les achats sont un capteur efficace d'innovation et d'opportunités. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est important à souligner. En effet, les achats peuvent être un vecteur très intéressant d'innovation, de nouveaux procédés, de nouveaux business models, pourquoi pas, qui peut tout à fait rentrer dans le cadre d'une démarche RSE ou dans le cadre de la refonte d'un business model vers un business model, par exemple, plus durable, plus soutenable, plus aligné avec des objectifs RSE. Et quatrième axe à souligner, les chaînes d'approvisionnement sont de plus en plus complexes à l'échelle mondiale, et j'ajouterais même nationale, et exposées à des risques difficiles à maîtriser. Ça, c'est tout à fait vrai. Je pense qu'on l'a vu de façon tout à fait réelle et malheureusement un peu soudaine lors du Covid. On a des chaînes mondiales qui sont très interconnectées, qui sont très complexes et qui parfois déraillent malheureusement. Et donc, la possibilité d'avoir une politique d'achat responsable, on le verra, de cartographier ses fournisseurs, de prendre en compte les risques, de les réduire via des actions et des plans d'action, ça peut être une démarche très intéressante d'un point de vue stratégique pour l'entreprise, dans le cadre justement de la pérennisation de son activité économique, et aussi dans le cadre de sa responsabilité sociétale. Peut-être juste un exemple, mais vous avez dû entendre parler de la loi sur le devoir de vigilance, qui va justement imposer aux grandes entreprises, qui impose déjà en France aux grandes entreprises et qui l'imposera demain en Europe, d'avoir une cartographie de leurs fournisseurs, une cartographie des risques fournisseurs sur les sujets RSE et des actions de réduction de ces risques. Et donc là, c'est bien encore une fois souligner l'importance des chaînes de valeur et l'importance de transparence dans ces chaînes de valeur. Donc peut-être que si vous, PME, demain, n'êtes pas directement concerné par le texte sur le devoir de vigilance, vous serez très certainement impliqué sur ces sujets par vos donneurs d'ordre qui viendront vous demander des informations sur ce sujet. Si on souhaite définir un achat responsable, on peut en trouver une définition assez concise et claire dans la norme ISO 20400, qui est la norme de référence sur le sujet. Donc, un achat responsable, c'est un achat dont les impacts environnementaux, sociaux et économiques sont les plus positifs possibles sur toute la durée du cycle de vie et qui aspire à réduire le plus possible les impacts négatifs. Donc, on retrouve trois plans, trois notions, trois concepts dans cette définition: la performance économique, la performance environnementale et la performance sociale. Je pense que ça doit vous parler si vous êtes assez habitué des sujets RSE, développement durable, mais c'est globalement les trois sujets qu'on trouve très fréquemment. Dans la performance économique, on va avoir la prise en compte de l'ensemble des coûts d'une part et la réalisation de gains pertinents économiques. Parfois, malheureusement, c'est le seul sujet qui est pris en compte dans le cadre d'une politique achat, la réalisation de gains économiques, pertinents ou non d'ailleurs. Mais donc, vous voyez, les achats responsables vont s'ouvrir à deux autres spectres. La performance environnementale d'une part, des achats respectueux de l'environnement, économes en ressources et en énergie, et peu producteurs de déchets. Et d'autre part, une performance sociale, donc des achats à impact positif sur le territoire de l'entreprise, notamment sur l'emploi et l'insertion, respectueux des droits de l'homme, c'est important aussi à noter, dans l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement. Voici pour une définition des achats responsables. Mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que peut-être que cette définition est intéressante et claire et concise, mais peut-être qu'elle vous paraît un peu hors sol. Donc concrètement, de quoi on parle? En fait, faire un achat responsable, ça signifie agir sur 4 sujets. Premièrement, sur ce que j'achète, quel produit j'achète, quel service j'achète. On le verra plus en détail un peu après. Deuxièmement, sur la prise en compte de l'usage et de la fin de vie du produit ou du service. Troisièmement, à qui j'achète, à quel fournisseur, à quel sous-traitant, qui produit en fait le produit ou le service que je vais consommer ou vendre. Et enfin, comment j'achète, quelles sont les conditions et l'organisation de la relation commerciale. Donc, ce sont vraiment les 4 thématiques à garder en tête. Et si on va un peu plus dans le détail de chaque thématique, hop, les questions à se poser sont les suivantes.
Sur ce que j'achète, quel produit, quel service j'achète, il faudrait se poser dans l'idéal cette question. Quelles sont les conséquences négatives du produit ou des services en termes d'émissions de gaz à effet de serre, de déforestation, d'épuisement des ressources, etc. Et on peut aussi d'ailleurs se poser les conséquences positives qui sont à privilégier et qui peuvent être justement intégrées et évaluées dans le cadre d'un arbitrage entre deux produits à acheter. Deuxième question à se poser dans le cadre de la prise en compte de l'usage et de la fin de vie du produit, c'est justement quelle est la durée de vie du produit que je vais acheter. Est-il réparable, réutilisable, recyclable? Donc ça, c'est aussi une question clé à se poser qui est parfois malheureusement un peu occultée, mais qui est réellement intéressante parce que si on achète un produit pour interne ou pour le revendre d'ailleurs, qui coche toutes les cases d'un point de vue de conséquences et d'impact, mais qui a une durée de vie ridiculement faible, il est clair que l'achat qu'on va faire n'est pas forcément responsable. Troisième question à se poser, quels sont les risques liés aux fournisseurs sur les sujets environnementaux, sur les sujets des droits de l'homme, sur les sujets de la corruption, etc., sur les sujets RSE plus globalement. Et ça, c'est une question aussi assez clé, on le verra dans la cartographie des risques, parce qu'évidemment, faire un achat auprès d'un fournisseur européen, asiatique, sud-américain, pourquoi pas, n'a pas les mêmes implications en termes de risque. Donc ça, c'est aussi une notion, un concept à garder en tête. Et enfin, dernière question, dans le cadre de la façon dont on achète, des modalités d'achat, quels sont les prix qu'on va négocier, quelles sont les clauses qui vont être inscrites dans le contrat, les délais de paiement, etc. Donc, il faut ici, évidemment, dans l'idéal, essayer de réfléchir à ces thématiques, à ces sujets, et le prendre en compte dans le cadre de la démarche d'achat. Quelques outils sur chacun de ces sujets et de ces questions pour avancer et pour progresser. Premièrement, sur le sujet de la méthode d'évaluation des conséquences négatives d'un produit. Comment faire? C'est vrai que c'est un vaste sujet. Il peut être assez compliqué de s'y retrouver entre deux produits. Il y a plusieurs pistes pour vous aider. Il y a premièrement ce que j'ai synthétisé dans la notion de rapport d'experts. Donc, typiquement, on va avoir des groupes d'experts ou parfois des ONG d'ailleurs qui vont faire des rapports sur le sourcing d'un produit. On peut prendre par exemple, pour illustration, le cas du téléphone portable. On a beaucoup de rapports qui existent sur le sourcing en termes de ressources naturelles, de minerais, etc., qui sont faits par des experts ou par des ONG d'ailleurs. On a aussi des bases de données qui peuvent être très utiles et assez cruciales pour réaliser ces analyses. J'ai pris l'exemple de la base ADEME pour le sujet des émissions de gaz à effet de serre, qui est une base très bien faite. Je pense que vous la connaissez, on l'avait vu dans la session qui avait pour thème le réchauffement climatique. C'est une base, pour ceux qui n'étaient pas là, qui permet d'évaluer les émissions de gaz à effet de serre, produit par produit, service par service. Et c'est assez bien fait, donc ça peut aussi être très utile. Sur la durée de vie des produits, est-il réparable, réutilisable et recyclable? Quelques outils pour vous aider. On va avoir des fiches produits. Justement, ça peut être intéressant lorsqu'on achète un produit de lire en détail. Enfin, c'est pas toujours possible en termes de ressources ou de temps, mais en tout cas d'essayer de s'intéresser au produit. Est-il recyclable, réutilisable? Y a-t-il justement des circuits pour le recycler ou non? Et aussi, ce qui peut être très intéressant, mais parfois un peu coûteux, c'est de réaliser des analyses de cycle de vie. Donc là, l'idée, c'est de considérer le produit dans l'entièreté de sa chaîne de valeur, entre guillemets, donc depuis l'amont jusqu'à l'aval, depuis les minerais, les ressources premières, jusqu'à sa fin de vie, on pourrait dire, et son recyclage potentiel. Sur les risques fournisseurs liés au sujet RSE, plusieurs outils. Premièrement, un outil qui semble assez clé, qui est d'ailleurs demandé dans le cadre de la loi sur le devoir de vigilance, c'est la cartographie des risques fournisseurs. Donc l'idée, c'est d'évaluer ces fournisseurs au regard des risques sur les droits de l'homme, de l'anticorruption, de l'environnement, du climat, etc. Ça peut être, et je ne vous en cache pas, assez challengeant pour une PME de réaliser ce type d'analyse. L'idée, si on veut un point de départ, c'est premièrement, pourquoi pas, d'identifier ces fournisseurs majoritaires, principaux, qui représentent une part importante du volume d'achat total, et d'essayer de réaliser cet exercice sur ces fournisseurs. Donc, comme ça permet de donner un premier niveau, une première piste de travail et de progrès. Bien évidemment, en tant que PME, c'est assez compliqué, assez challengeant de réaliser cette analyse de cartographie sur l'ensemble de ces fournisseurs. Si on en a plusieurs dizaines, voire centaines, ça peut être un peu compliqué. Mais vraiment, essayer de partir d'un point de départ et de réaliser l'analyse sur un fournisseur important, par exemple. Une fois qu'on a réalisé cette cartographie des risques, on va évidemment essayer de mettre en place des actions pour réduire ces risques sur le long terme et pourquoi pas pour aider aussi d'ailleurs ces fournisseurs à progresser.
Il y a plusieurs outils, Laurent pourra en dire deux mots ensuite dans la présentation du parcours. On a par exemple l'existence et l'élaboration de chartes fournisseurs, où l'idée est de venir expliciter les attendus, les attentes de l'entreprise sur la norme de comportement du fournisseur. Donc l'entreprise va dans un document formalisé expliquer ce qu'elle attend de ses fournisseurs en termes de respect des droits de l'homme, en termes de respect de l'environnement, etc. Pour suivre justement l'évolution des fournisseurs, on peut avoir des questionnaires, qu'ils soient d'ailleurs des questionnaires d'auto-évaluation, des questionnaires un peu plus poussés. On peut avoir des audits sur place ou des audits documentaires. Enfin, on a toute une palette d'outils pour justement venir identifier les risques et les suivre dans le temps. Et enfin, dernier volet d'outils, ce sont les clauses contractuelles, tout simplement, qui vont venir justement encadrer, comme on l'a vu juste avant, les prix, les délais de paiement, etc. Donc ça, c'est aussi un sujet à ne pas négliger et qui peut tout à fait rentrer dans le cadre d'une politique achat responsable. Donc maintenant qu'on a un peu mieux compris, enfin je l'espère en tout cas que vous avez un peu mieux compris de quoi on parle, voici quelques chiffres au niveau français qui ont été fournis par l'OPSA, donc l'Observatoire de la RSE, qui est vraiment un acteur de référence sur le sujet, qui propose beaucoup de ressources très intéressantes, dont je vous invite à aller les consulter. Premièrement, le nombre d'entreprises françaises, ou les grandes masses en tout cas, qui ont mis en place une démarche d'achat responsable. Donc regardez, c'est assez intéressant. On a environ un quart des entreprises qui ont mis en place une démarche d'achat responsable de longue date, depuis plus de 10 ans. Environ 20% qui en ont mis une entre 5 et 10 ans. Et on constate donc assez clairement que c'est une démarche et un sujet qui est assez récent. On a 40% des entreprises qui ont mis en place une démarche d'achat responsable il y a moins de 5 ans. Et on a environ 12% des entreprises qui n'en ont pas mise. Peut-être petit biais à constater, c'était une étude qui avait été réalisée sur des entreprises du secteur privé et des organismes publics, plutôt de grande taille. Donc peut-être qu'en effet, si on réévalue et qu'on refait une étude sur les PME, les chiffres seraient un peu différents. Mais ce qu'il faut bien noter, c'est que c'est un sujet qui est de plus en plus fréquemment considéré dans les entreprises et que les entreprises se mobilisent assez logiquement de plus en plus sur ce sujet qui a beaucoup d'avantages dont Laurent vous parlera. Sur les pratiques, désormais, voici quelques chiffres également. On a donc dans les actions qui sont le plus fréquemment mises en place, en premier lieu, l'identification des enjeux RSE dans les achats, donc qui correspond à peu près à la cartographie des risques, on pourrait dire. L'idée, c'est de venir identifier, encore une fois, l'ensemble des enjeux RSE dans le spectre des achats, dans le département achat, et on a 80% des entreprises presque qui ont mis en place ces actions. Deuxième action fréquemment mise en place, c'est la charte achat responsable. Troisième action, la rédaction d'une politique achat responsable. Quatrième action, c'est la formalisation d'une cartographie des enjeux achat RSE, qui se recoupe à peu près avec la première action d'ailleurs. Enfin, en 1, 2, 3, 4, 5, cinquième position, c'est la formalisation d'un processus achat responsable. Donc là, on est vraiment dans les process. Et en dernier lieu, c'est un engagement public et chiffré. C'est vrai que ça, c'est aussi important. D'ailleurs, c'est une demande et un prérequis enfin une obligation dans la loi sur le devoir de vigilance, c'est de publier chaque année un rapport sur justement son plan de vigilance dans le cadre de la loi sur le plan de vigilance. Mais tout ça vient bien démontrer l'importance de la transparence sur ces sujets. Et c'est vrai que là, bon, il y a un tiers des entreprises qui sont transparentes. Peut-être que c'est aussi un axe de progrès. Et enfin, une information aussi intéressante que j'ai trouvée dans l'étude de l'Obsar sur la pondération du critère RSE dans l'appréciation des offres fournisseurs. Dit autrement, combien de points, là c'est en pourcentage, relatifs à la RSE sont considérés dans le cadre d'un appel d'offres, par exemple. Et ça, c'est très intéressant, vous le voyez, on a environ à chaque fois un quart des entreprises qui soit considèrent les critères RSE dans la pondération totale comme un point inférieur à 5%, soit entre 5 et 10%, soit entre 10 et 15%, soit on a presque 25%, donc un quart des entreprises qui ont des critères RSE dans le cadre de leurs appels d'offres notamment, supérieurs à 15%. Donc ça, c'est très intéressant. Ça montre que la RSE va de plus en plus être intégrée dans le cadre des appels d'offres et de l'évaluation des offres fournisseurs. Et ça, c'est un point fort en tant que PME engagée sur ces sujets, comme vous l'êtes. Mais ça peut être aussi une idée pour répliquer ce type de démarche dans le cadre de vos achats. Ça peut être aussi assez intéressant à mettre en place. Et donc voilà pour cette vue d'ensemble des achats responsables. On va désormais rentrer un peu plus dans le concret, dans l'opérationnel, avec des cadres pour
progresser. Et je te laisse la parole, Laurent. Merci Émile, bonjour à toutes et à tous et puis très bonne année également. Donc effectivement, pour vous aider dans cette démarche structurante des achats responsables, vous avez deux cadres majeurs. Le premier, c'est la norme ISO 20400, qui est une norme internationale, non pas d'exigence, mais de recommandations, qui a été donc mis en place en 2017 grâce à la France. Il faut le savoir, c'est la France qui était porte-étendard de cette norme ISO 20400, compte tenu des trous dans la raquette sur la norme RSE, donc la 26 000. En avril 2017, cette norme a été créée. Et sur la base de cette norme, le label, notamment RFR, Relations fournisseurs et achats responsables, qu'on copilote avec le Conseil national des achats, on a adossé cette norme ISO 20400 à ce label en septembre 2017, ce qui fait qu'aujourd'hui, ce label est donc reconnu, on peut dire, à l'international. Émile, si tu veux. Bien. Voilà. Alors, peut-être un zoom pour ceux qui ne connaissent pas bien la norme ISO 20400. C'est jamais évident d'entrer, je dirais, dans une norme. Et pour schématiser, on va dire, on l'a décomposé ici en quatre parties. La première partie qui comprend des fondamentaux des achats responsables. Alors, c'est assez comment dire, commun, hein. Les trois premiers articles portent sur la vocation de la norme. Ensuite, sur les références normatives, ça renvoie à différentes normes, notamment la 26 000. Et puis des termes spécifiques, comme l'a fait Émile ici, expliquer en quoi, que sont les achats responsables. Ensuite, à partir de la partie 2, c'est une sorte de focus un peu en entonnoir sur les aspects de la méthodologie, du plus général, on va dire, au plus spécifique. Et dans la partie 2, en fait, c'est donc l'article 4 de cette norme. Là, on s'adresse à toutes les parties prenantes, parce que ce qui est intéressant dans cette norme, c'est qu'elle touche un certain nombre d'acteurs, internes et externes, c'est-à-dire à la fois toutes les directions de votre entreprise, et ainsi bien évidemment que vos tiers externes, à savoir les fournisseurs, mais également investisseurs, ça peut être des partenaires. Voilà. En tout cas, cette partie 2 indique comment s'engager dans les achats responsables, comment aligner finalement votre stratégie, on va dire RSE, avec cette stratégie achat responsable, et puis voilà, comprendre en quoi les pratiques d'achat peuvent générer des impacts positifs sur votre chaîne d'approvisionnement. Sur la partie 3, donc là, l'idée de cette norme, c'est de structurer la fonction, donc notamment achat sur la responsabilité sociétale. Là, on est sur les articles 5 et 6 de la norme, et là, elle s'adresse plus particulièrement au comité de direction et à la direction des achats. Pourquoi? Parce que à ce niveau, on va demander à mettre en place une gouvernance interne sur les achats. Donc, si votre PME n'a pas aujourd'hui de service achat, bah, c'est de voir comment on peut au moins nommer une personne, voire ensuite un service achat, compte tenu, on l'a vu, des enjeux, hein, des enjeux qu'il y a derrière les achats. C'est d'identifier, donc de mobiliser les parties prenantes, alors principalement en interne, quels sont les services qui peuvent être concernés. Alors je pense notamment à la direction des finances, la comptabilité, la RSE, la qualité. Enfin voilà, vous vous rendrez compte que pas mal de services sont concernés, et puis bien évidemment côté fournisseur. Et cette partie 3 indique comment définir les priorités en matière d'achat responsable, parce qu'il ne s'agit pas d'aller sur tous les fronts, sinon on risque de s'épuiser. Voilà, il y a des priorités à mettre en action. Et enfin, la partie 4, là, on est vraiment sur le côté très opérationnel. Ça s'adresse là véritablement aux équipes achats. Ici, on intègre à la responsabilité sociétale dans le processus achat. Donc, ça suppose d'avoir mis en place une politique achat, et donc une politique achat responsable. C'est à ce niveau où on définit les règles du jeu en matière de spécification de critères dans vos cahiers des charges, hein, avec notamment des KPI, des indicateurs pour vous aider à mieux piloter l'avancement de ces travaux d'achat responsable. Et puis, on parle de sourcing achat responsable, puisque c'est la même chose, c'est de savoir avec qui vous souhaitez véritablement travailler, et idéalement avec des fournisseurs qui sont eux-mêmes responsables. Et puis, bien évidemment, on parle de la gestion des contrats. Tout à l'heure,
l'heure, Émile parlait des conditions générales d'achat, des clauses contractuelles. Ben voilà, ça veut dire revoir peut-être vos conditions pour que les relations soient plus équilibrées, notamment avec vos fournisseurs, relations commerciales. À présent, je vais vous faire un zoom sur le parcours national des achats responsables, encore une fois, qu'on a co-créé et co-piloté avec le Conseil national des achats. Avec l'intérêt de ce parcours, c'est principalement un outil de transformation durable de vos pratiques. Il ne s'agit pas voilà, de simplement transformer un temps vos processus ou vos outils, mais bien comment dire, de progresser, d'évoluer dans le temps vers une démarche positive sur vos achats. Et puis, c'est très clairement un levier de compétitivité. Pourquoi? Parce que vous allez vous associer avec des fournisseurs sur qui vous pouvez avoir confiance. On parlait tout à l'heure, voilà, comment maîtriser son rang 1, son rang 2, c'est s'éviter un maximum de controverses. Enfin, voilà, c'est se rassurer sur sa chaîne de valeur. Et du coup, on est en capacité, avec des fournisseurs plus forts, de proposer des solutions très intéressantes. C'est pourquoi c'est un levier de compétitivité, parce qu'on va le voir, c'est un différenciant, ça peut devenir un différenciant commercial très important. Donc, voilà, j'ai envie de dire, les premiers qui auront compris l'intérêt d'aller vers les achats responsables auront une longueur d'avance sur leurs concurrents. Alors, le parcours national des achats responsables, l'intérêt, c'est un processus structurant de votre démarche achat responsable. On est dans une approche de progrès continu, c'est-à-dire pour ceux et celles qui se cherchent aujourd'hui à construire une politique achat responsable, vous pouvez entrer dans ce parcours qui va donc vous aiguiller, je dirais, sur cette démarche. La force de ce parcours, au-delà du fait que, je l'ai dit, c'est une démarche en progrès, voilà, un progrès à votre rythme, progrès continu, c'est surtout que ça renforce le pilotage de la relation client-fournisseur. Alors, ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, vous ne pilotez pas votre relation fournisseur, simplement, on va vous aider à mettre en place des dispositifs plus solides, plus robustes, éprouvés, qui vont donc vous aider à vraiment capter les bons, et en n'oubliant pas les nouveaux fournisseurs que vous ne connaissez pas encore et qui peuvent être des pépites, justement, et vous aider à être plus compétitif. Et pour ceux qui iraient au label, c'est très clairement en fait une garantie, je dirais, des meilleures pratiques en matière d'achat responsable, puisque le volet achat responsable est, vous l'avez compris, adossé à la norme ISO 20400. Et sur le volet relations fournisseurs, on est les premiers et les seuls à proposer un label intégré avec ces deux volets. Et donc, c'est ce que recherchent beaucoup de chefs d'entreprise. Vous avez ici à l'écran le schéma, voilà, je vais trouver. Voilà, chronologie un peu du parcours. 5 étapes avec donc deux piliers majeurs en étape 2 et 5. L'étape 2, c'est la phase de la signature de la charte. Avec les engagements, on va le voir juste après. Et puis, le pilier 2, le deuxième pilier, c'est l'étape 5 avec la labellisation. Donc, vous avez 5 étapes, sans temporalité minimale ni maximale entre les uns et les autres. Donc, vous avancez véritablement à votre rythme. Certains n'iront pas plus loin que le 3 parce que ça n'a pas d'intérêt ou c'est prématuré. D'autres, au contraire, vont aller très, très vite vers le 5. Voilà. Donc, il n'y a aucune difficulté. Retenez simplement que dans les phases 1 et 4, on vous propose sur le site du médiateur des entreprises des questionnaires d'autodiagnostic qui vous permettent d'un petit peu de situer votre niveau de maturité achat responsable, de voir un peu quelle est la marche à gravir pour aller éventuellement vers le label. Donc en fait, voilà, vous avez étape 1, le questionnaire, étape 2, la signature de la charte, l'étape 3, on vous aide à vous outiller, à mettre en place un plan de progrès pluriannuel. L'étape 4, si vous souhaitez aller plus loin, vous auto-évaluez pour aller vers le label en vous portant candidat pour le label. Vous serez ensuite évalué par un tiers externe, un cabinet d'évaluation, pour ensuite soumettre votre labellisation au comité du label en étape 5. Alors, quels sont les avantages de ce parcours? Alors, il y en a plusieurs. On vous met ici les 4 principales. La première des choses, Émile l'a dit tout à l'heure, ce qui est très intéressant dans la norme ISO 20400, c'est qu'on vous demande de cartographier vos risques achats.
Et c'est ce qui intéresse les dirigeants d'entreprise, parce que si on peut autant que possible identifier les risques, de pouvoir les anticiper et idéalement ensuite de les corriger, c'est énorme, hein, pour s'éviter des controverses ou s'éviter des complications dans la chaîne d'approvisionnement. Et donc, ça vous permet véritablement de maîtriser vos risques achats et d'approvisionnement, mais on n'oublie pas aussi que quand vous allez étudier votre cartographie, vous allez vous rendre compte qu'il y a des belles opportunités en termes de business, notamment en économie circulaire, et en fait, ça vous permet, voilà, de vous poser et de vous positionner sur éventuellement une nouvelle offre commerciale. Le deuxième avantage intéressant, c'est que en entrant dans ce parcours, en fait, vous êtes noyé de réglementation, voilà, on croule un peu sur toutes les exigences réglementaires. En fait, en entrant dans ce parcours, vous avez comment dire, la possibilité de pouvoir répondre notamment aux exigences du devoir de vigilance, la loi sur le devoir de vigilance de 2017, sur la loi Sapin 2, hein, de 2016, qui est relative à la transparence, à la lutte contre la corruption, et puis la loi LME, tout simplement, hein, la loi qu'on oublie de 2008. Enfin, bref, en entrant dans ce parcours, vous pouvez, je dirais, vous conformer voilà, à la réglementation, ce qui est pas neutre, hein, aujourd'hui. La troisième raison, c'est en fait, c'est un sujet qui peut intéresser et qui intéressera à coup sûr tous les salariés de l'entreprise. Parce qu'en fait, ici, on va parler de valeurs. On parle de quoi? On parle d'équité, on parle de solidarité économique, on parle de transparence. Voilà, on parle de termes en fait voilà, qui portent sur des valeurs, et que vous soyez du marketing, du commercial, des achats, de la qualité, en fait, ces sujets vous parlent. Et en fait, ça devient un projet d'entreprise qui est très fédérateur, qui est très mobilisateur, et surtout qui permet de valoriser un certain nombre de directions. Je pense notamment bien évidemment aux achats, mais ça peut être la RSE, la qualité, la DAF, enfin, etc. Donc, c'est véritablement un projet d'entreprise. Donc, pour mobiliser, embarquer un maximum de services, c'est véritablement un très bel outil. Et puis enfin, j'ai envie de dire cerise sur le gâteau, hein, très clairement, et on y travaille étroitement avec Émile pour affiner cet exercice, mais en fait, notamment au travers du label, vous pouvez contribuer à vos objectifs de développement durable, ODD. Donc en fait, vous faites voilà, deux en un, le deux en un, j'ai envie de dire, de manière assez simple. Un petit point sur les 10 engagements donc, alors, du parcours, on va dire plutôt de la charte, plus précisément, pour ceux que ça intéresse. Donc, c'est une charte totalement gratuite, hein, vous adhérez gratuitement. Donc, des 10 engagements, retenez simplement que les 7 premiers sont des pratiques d'achat responsable. Et les 3 derniers, ce sont les moyens que vous allez mettre en œuvre pour la réussite de vos 7 premiers. Et en fait, cette charte, elle est signée par votre entreprise en vous engageant auprès de vos fournisseurs. Donc là, ce n'est pas une exigence que vous réclamez à vos fournisseurs, c'est l'exigence, c'est une déclaration de bonne intention vis-à-vis de vos fournisseurs. Donc vous leur montrez que vous devenez ou vous renforcez votre responsabilité morale vis-à-vis d'eux. Ensuite, si vous voulez que vos fournisseurs aient cette même responsabilité vis-à-vis de leur écosystème, ben, faites-leur signer cette même charte. Mais en tout cas, c'est vous qui prenez la responsabilité vis-à-vis de vos fournisseurs. Aujourd'hui, il y a plus de 2500 signataires de tout horizon, aussi bien du secteur public, privé, petite entreprise, des grands du CAC 40, qui s'engagent véritablement à transformer leurs pratiques d'achat pour améliorer leurs relations fournisseurs et puis renforcer la confiance, hein, très clairement, avec leur écosystème. Et bon, voilà, si vous avez des questions ensuite par la suite, je pourrai bien évidemment y répondre. Ça, c'était le premier pilier, c'est la charte de ce parcours. Le deuxième pilier, c'est le label. Donc RFR, c'est l'acronyme de Relations fournisseurs et achats responsables. Donc, fameux 2 volets. C'est un label d'entreprise, bien évidemment, enfin, qui est adapté à tout type d'entreprise. On a des PME aujourd'hui parmi la centaine de labellisés, hein, qui ont compris tout l'intérêt, tout le sens de ce parcours. C'est clairement, en fait, pour ceux qui, encore une fois, construisent une politique achat ou qui souhaitent renforcer leur politique achat, c'est un socle très clairement pour progresser. Voilà, c'est qu'on vous challenge. Il y a des nouvelles questions qui arrivent puisqu'on tient compte de l'actualité réglementaire.
vous êtes dans une communauté, voilà, où vous échangez, vous avez des problématiques communes, donc on tente de trouver des solutions. Bref, voilà, vous êtes dans une communauté des acheteurs responsables. Et l'idée de ce label, c'est que vous êtes en mesure d'animer plus facilement votre écosystème, tant en interne que côté fournisseur. Et enfin, j'ai envie de dire, c'est une démarche qui véritablement fait passer le message que vous souhaitez des relations plus équilibrées avec vos fournisseurs. Peut-être que vous aimeriez la même chose vis-à-vis de vos clients. Ça ne vous empêche pas aujourd'hui de faire savoir à vos clients que vous êtes engagé dans ce parcours et que un petit clin d'œil en indiquant on aimerait aussi que vous, monsieur client, vous puissiez nous rejoindre dans cette belle aventure. Alors, concernant le label, le référentiel du label, alors il s'appuie sur un certain nombre de documents, donc un certain nombre de lois, hein, comme on l'a vu, la loi Hamon, Sapin 2, devoir de vigilance, la norme, évidemment, ISO 20400. C'est un référentiel en fait qui est composé de 5 grands domaines. Le premier, on est plutôt sur la gouvernance. En fait, on cherche à savoir si votre politique RSE et votre politique achat responsable sont bien alignés et surtout portés au plus haut niveau. On ne souhaite pas que ça soit simplement porté par le directeur, la directrice achat, même si elle est déterminée, très motivée. En fait, il faut absolument qu'il y ait le soutien politique de votre direction générale. Le deuxième critère, c'est un peu les relations, les conditions en fait de la relation client-fournisseur et de vos sous-traitants. Donc là, on est sur la professionnalisation de la fonction achat ou de la personne qui est en charge des achats. Le fait que vous nommiez en interne un médiateur en cas de litige, en cas de contentieux dur. Et puis, ce qu'on appelle l'écoute de la voix des fournisseurs, c'est-à-dire que vous vous mettez en mode dialogue avec vos fournisseurs. Quand je dis en mode dialogue, vous l'êtes, bien évidemment, mais de manière plus structurée, plus formalisée, avec un dispositif, une sorte d'observatoire, par exemple, pour connaître un peu la qualité de la relation avec vos fournisseurs. Le troisième domaine, c'est le respect des intérêts de vos fournisseurs. Là, on est alors notamment sur une brique un peu, comment dire, un peu délicate, hein, mais en même temps, ça vous permet d'être dans le respect de la loi LME, hein, c'est l'équité financière. En clair, est-ce que vous êtes aujourd'hui, vous payez à temps vos fournisseurs. La promotion de relations durables et équilibrées, on parlait des conditions générales d'achat aujourd'hui. Il ne faudrait pas que vous soyez trop exigeant, enfin, qu'il puisse au moins y avoir vis-à-vis de vos fournisseurs un temps de négociation et que vous n'imposiez pas vos conditions générales d'achat. L'égalité de traitement donc entre vos fournisseurs et les sous-traitants, ça passe par la transparence également de votre politique achat responsable. Le quatrième domaine, c'est la partie intégration de la responsabilité sociétale donc dans les processus achats. On parlait tout à l'heure de votre stratégie de sourcing responsable. Il faut définir aujourd'hui quel type de fournisseur, avec quel type de fournisseur vous souhaitez vraiment travailler. Et notamment, ça peut être aussi avec des fournisseurs locaux, hein, essayer de raccourcir je dirais, avec des circuits courts notamment. Et puis, c'est là, on vous demande notamment de définir des critères RSE et achats responsables dans vos cahiers des charges et de pouvoir voir un peu comment vous aider de la performance RSE de vos fournisseurs pour vous-même progresser et être plus compétitif. Et enfin, le cinquième domaine, c'est l'impact des achats sur la compétitivité économique de votre écosystème. En fait, on vous demande ici de savoir comment vous vous impliquez dans votre filière. Vous dépendez tous d'une filière. Si vous ne le savez pas, intéressez-vous à votre fédération professionnelle. Et en fait, ce parcours, il a du sens si, on va dire, la chaîne de valeur a compris l'intérêt d'être solidaire économiquement. Et que si vous êtes tout seul à signer la charte, c'est déjà bien, mais enfin, si vous êtes une dizaine, une quinzaine, par exemple lors d'un salon, d'un événement particulier, ça donne du poids, je dirais, dans cette démarche, encore une fois, d'achat responsable solidaire. Et puis enfin, il y a l'ancrage territorial. On vous demande un petit peu quelle est votre position par rapport à votre écosystème local. Est-ce que vous travaillez avec votre bassin économique, un petit peu comment vous vous impliquez dans votre écosystème local. Voilà. Et ensuite, je crois la prochaine slide, c'est le détail des critères. C'est très bien fait puisqu'il y a 3 critères par domaine. Donc il y a 15 critères. Et donc ça, c'est le référentiel. Vous avez derrière un certain nombre de questions, si vous allez au label. L'idée, c'est de répondre à ces questions, sachant que parmi ces questions, il y en a 12 qui sont majeures,
puisqu'en fait, elles sont liées à la norme ISO 20400, pour pas dire rédhibitoire, et c'est pour ça qu'on vous propose dans l'étape 4 du parcours achat responsable un questionnaire d'auto-évaluation qui vous permet de savoir si, voilà, si vous êtes prêt pour y aller ou s'il faudra un petit peu de temps pour répondre et construire enfin, la démarche de labellisation. Voilà, Émile, est-ce que j'ai été dans les temps? Parfaitement, Laurent. Merci beaucoup de la présentation du parcours achat responsable. Et en effet, comme tu le dis, je pense qu'il y a vraiment plusieurs choses à retenir. Il y a l'intérêt compétitif de ce parcours et la possibilité justement de réduire ses risques, de se différencier, de renforcer ses relations avec ses fournisseurs, sa résilience vis-à-vis des risques également. Donc, il y a vraiment un intérêt assez stratégique pour une entreprise, y compris pour des PME, d'aller dans ce parcours. Ce qu'il faut aussi noter, et ça a été souligné par Laurent et c'est très intéressant aussi, c'est qu'en tant que PME, de par sa taille, on va peut-être pas avoir le poids et l'influence la plus extrême et la plus élevée possible, contrairement à une multinationale. Par contre, lorsqu'on met en place des démarches collectives par le biais de sa fédération professionnelle, par le biais de collaboration avec d'autres PME, ça peut être beaucoup plus intéressant et beaucoup plus fort dans justement l'impact collectif qu'un ensemble de PME peut avoir. Là, je fais le point avec des discussions qu'on avait eues dans le cadre de l'accélérateur PME il y a quelques sessions, avec justement un sous-groupe qui prenait conscience qu'en se mettant en collectif et qu'en potentiellement allant voir et aller négocier avec un fournisseur qu'ils avaient en commun, ils allaient pour avoir un point de négociation beaucoup plus fort et justement peut-être aussi faire passer des messages RSE ou mettre en place des pratiques RSE de façon plus importante. Donc c'est vraiment, je pense, aussi ça qu'on peut retenir. N'hésitez pas à scanner le petit QR code qui vous renverra vers la page justement dédiée à ce parcours. Et dans le mail comment dire, avec l'envoi du support, je mettrai également en lien, si c'est OK, Laurent, le questionnaire d'auto-évaluation, qui je pense Bien pourra sûr, également leur servir s'ils totalement. souhaitent en apprendre plus. Totalement. Les deux, d'ailleurs, je pense auto-positionnement, si tu veux bien, celui de l'étape de la charte, et puis l'auto-évaluation pour ceux qui voudraient aller au label. Tout à fait. Juste avant de passer aux questions-réponses, je vois qu'on a déjà plusieurs questions dans le chat. Sur les prochaines étapes, pour les personnes qui nous quitteront à la fin de cette première heure de formation, eh bien, justement, la dernière session de l'accélérateur PME, qui aura lieu donc, le 8 février, une session qui viendra clôturer ce programme, qui aura pour thème le suivi et la valorisation d'une démarche RSE. Donc, on reverra justement comment valoriser tout ce que vous avez appris tout au long de ce programme, sur la façon dont vous allez structurer et formaliser votre démarche, sur pourquoi pas les potentiels labels également vers lesquels aller. À savoir que ça viendra clôturer la partie programmatique de l'accélérateur PME, mais qu'on essaiera de faire, comme l'année dernière, une réunion en physique à Paris pour se rencontrer, pour échanger et pour faire aussi le point sur cette édition. Je vous enverrai un questionnaire, un formulaire pour essayer de jauger les dates et les disponibilités de chacun assez rapidement. Et donc, on va désormais passer aux questions. Alors, je vais les prendre dans l'ordre. Je vois qu'on en a déjà plusieurs. Donc, je vais les lire et je pense que Laurent, tu seras le plus à même pour y répondre. Serait-il possible d'avoir, s'il vous plaît, quelques exemples de KPIs, d'indicateurs à mettre en place pour le suivi des achats responsables? Merci par avance. Alors oui, on peut en avoir plusieurs, hein. Typiquement, je vois pour la charte, au travers des 10 engagements, notamment de la charte, puisque je forme les pilotes de la charte. Si vous êtes signataire, vous serez les bienvenus, c'est gratuit. On donne un certain nombre d'indicateurs. Alors, on peut prendre l'exemple tout simplement, déjà le premier, hein, sur la relation financière responsable vis-à-vis de vos fournisseurs. En clair, on veut savoir si vous respectez vos délais de paiement. Typiquement, est-ce que vous voyez clair aujourd'hui sur les délais moyens de paiement de vos fournisseurs et surtout, quel est le pourcentage des factures payées après le terme? Je veux dire par là que vous pourriez très bien payer 58 jours en moyenne, donc vous êtes dans le respect de la loi LME, hein, puisque c'est 60 jours maximum. Mais en fait, votre DAF va vous dire, oui, mais on ne vous a pas dit, mais en fait, on a 20% de factures payées après le terme. Là, par contre, c'est ennuyeux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a 20% peut-être de TPE-PME, de petits artisans, de petits fournisseurs, enfin, peu importe, qui aujourd'hui n'ont pas reçu leur argent dans les temps, donc vous êtes hors la loi, quelque part, et peut-être que parmi ces 20%, et c'est un autre indicateur, c'est peut-être d'indiquer, de retrouver quel est le pourcentage de litige. Parce que si dans ces 20% indiqués, vous avez finalement 15% de litiges commerciaux, ben, ça en fait plus que 5%, on relativise. Vous êtes encore hors la loi, mais vous relativisez. Donc déjà, un exemple de ce type d'indicateur qu'on peut mettre en place.
sur le troisième engagement, par exemple, de la charte, hein, qui porte sur la gestion des situations de dépendance réciproque avec ses fournisseurs, j'ai envie de vous dire déjà aujourd'hui, est-ce que vous voyez clair sur votre panel de fournisseurs avec lesquels, très clairement, vous représentez, je sais pas, 50 ou voire 80% du chiffre d'affaires? Déjà, c'est un indicateur. Parce que voilà, il faut au moins faire cet exercice d'identification et puis ensuite d'avoir un petit plan d'action avec eux, non pas pour s'en débarrasser, c'est pas du tout le but, mais au contraire pour voir comment diversifier le chiffre d'affaires de ce freelance ou de cette petite structure pour ne pas la mettre en difficulté. Et enfin, un dernier peut-être indicateur, mais il y en a plein d'autres, hein. Je pensais au cinquième engagement. Il y a le cinquième engagement qui demande à ce que vous ne raisonniez plus uniquement sur le critère prix, mais bien en coût global. Alors la norme va plus loin, elle va jusqu'à l'impact du cycle de vie. C'est très très compliqué aujourd'hui, mais même si vous raisonnez déjà en coût global, ça sera déjà une très bonne maturité achat. On va vous demander, on pourrait vous dire, mais finalement, qui est formé aujourd'hui? Quel est le nombre d'acheteurs aujourd'hui de votre équipe ou de personnes qui est formé à cette analyse, du coup, à cette approche en coût global, et peut-être même le nombre de dossiers ou de marchés que vous avez lancés en TCO, hein, en coût, ce qu'on appelle en Total Cost of Ownership, donc en coût complet. Voilà. Plein d'exemples d'indicateurs. Moi, je vous invite à signer la charte ou à revenir vers nous, et puis j'aurai le plaisir de vous exposer tout ça lors d'une journée à la médiation des entreprises, totalement gratuite, avec les pilotes de charte. Merci Laurent. Donc, autre question. Bonjour. Lorsqu'on a déjà fait une démarche de créer une politique achat responsable, qu'est-ce qu'apporte en plus la charte de relations fournisseurs et achat responsable? Alors, déjà, la première chose, c'est que quand vous signez la charte, vous affichez publiquement, puisqu'en fait la liste devient publique, vous affichez publiquement alors à vos fournisseurs, à vos investisseurs, à vos partenaires, et puis je veux dire, on va dire à vos clients, que vous êtes une entreprise responsable. Si vous avez aujourd'hui une politique achat, même très bien faite, mais qu'aujourd'hui vous ne l'avez pas, enfin, j'ai envie de dire, mis sur votre site institutionnel, parce que c'est souvent le premier point d'entrée de vos fournisseurs ou de vos clients, alors peut-être que vous l'avez fait, mais en tout cas, la charte, vous signez cette charte et elle est rendue publique. Ensuite, ça peut-être vous inspirer de la charte parce qu'il y a peut-être des engagements que vous n'avez pas dans votre politique. Donc, elle peut peut-être compléter votre politique achat responsable. Voilà. Notamment, je pense notamment à la médiation. Je ne suis pas sûr que dans votre politique achat responsable, vous ayez intégré la nomination, la désignation d'un médiateur dans votre structure, encore une fois, en cas de conflit. Vous envoyez un signal très positif de dialogue, d'écoute avec votre écosystème fournisseur. Voilà. Après, il y a peut-être d'autres avantages, mais c'est déjà bien d'avoir une politique achat responsable. Merci Laurent. Donc, autre question. Quand on se présente à nouveau pour le label, nous arrivons à la 3e année de notre label, comment fait-on pour postuler à nouveau au label? De la même manière, quelle est la première fois? C'est plus simple. Alors, est-ce que tu Ouais, as... alors Ouais, effectivement, t'as c'est compris? KLB, oui, oui, tout à fait, KLB, très belle entreprise, effectivement labellisée. Alors, renouvellement, c'est très simple. En fait, on revient au tout début, c'est-à-dire qu'on revoit le référentiel dans sa totalité. Et donc, on nous transmet la lettre de couverture du dirigeant d'entreprise qui nous dit voilà pourquoi il revient il continue le label. Le rapport d'évaluation donc de l'évaluateur. Alors, il faut savoir que le label est payant, contrairement à la charte, mais en fait, on paye le tiers évaluateur, hein, ce qui donne aussi une crédibilité au label, puisqu'il vient aussi sur place, hein, sur site, vous évaluez. Donc j'ai dit la lettre de couverture, le rapport d'évaluation et puis surtout le plan d'action, puisque vous l'avez compris, on est bien dans une approche, je dirais, de progression continue. Et donc le plan d'action nous montre sur les 3 ans un petit peu comment voilà, vous souhaitez progresser. Donc, pour répondre à votre question, la même chose que pour l'initiale, simplement vous allez avoir un nombre de jours inférieur à l'initiale, puisque si vous prenez le même évaluateur, on va considérer qu'il a optimisé sa méthodologie, donc ça devrait normalement vous coûter un peu moins cher. Alors, merci Laurent. Donc, merci pour la présentation. Pourriez-vous nous expliquer comment se formalise la communauté des acheteurs responsables concrètement? Concrètement, alors aujourd'hui, on anime, on a plus de 2550 signataires de la charte et plus d'une centaine de labellisés. Alors on les anime alors, au travers soit du CNA, Conseil national des achats, notamment en région, où ils ont
plusieurs séquences, enfin, des réunions régionales. En ce qui nous concerne à la médiation, moi j'anime la communauté donc au travers des pilotes de la charte, au travers des correspondants PME, puisque ce sont aussi des points de contact importants pour nous. On anime les médiateurs, également relations fournisseurs. On organise 2 fois par an pour les signataires et labellisés à Bercy le grand comité du parcours national des achats, dont le prochain aura lieu le 27 mars à Bercy. On organise des groupes de travail avec la communauté, un sur la décarbonation des achats, un autre sur la capitalisation immatérielle, c'est très très important. On en a un sur la CSRD. Voilà. Enfin, donc, on envoie aussi, notamment avec Émile, hein, quand on a des sujets d'actualité, on envoie à toute la communauté de l'information, des enquêtes. On travaille avec l'Obsar, on travaille avec le Covadis. Voilà, on a beaucoup de partenaires. Voilà, donc nous, on considère qu'on a cette richesse aujourd'hui, une belle communauté, et souvent même très active, qui nous challenge aussi. Hein, voilà, donc, voilà, donc voilà, donc si vous entrez dans cette communauté, et puis, puis ça nous intéresse aussi que ces acteurs, ces signataires et labellisés soient aussi des forces proactives. Hein, voilà, il y a plein de belles choses que vous faites dans vos entreprises, on est très intéressés pour les partager. Super. Alors, oui, petit message de rappel d'Anne-Sophie sur l'appel à cotisation. Donc, n'hésitez pas en effet à revenir vers elle si vous ne l'avez pas reçu. Ça, c'est interne au pacte mondial. Page de Euh, pub. et donc, Véronique de KLB, merci. C'est donc comme nos évaluations annuelles avec la lettre de couverture en plus pour continuer. Oui, Tu confirmes? Super. oui, tout à fait. Super. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le public? Ou est-ce que c'était très clair? N'hésitez pas aussi à lever la main si vous voulez poser votre question à l'oral, on pourra vous donner la parole sans souci. Merci Marie. Bah, super, je pense qu'on a fait le tour du sujet. En tout cas, j'espère que vous avez pu mieux comprendre cette notion d'achat responsable qui peut être quand même assez obscure, notamment pour les PME, d'ailleurs aussi pour les grands groupes parfois, et que vous avez pu commencer à réfléchir à des premières pistes d'action, de réflexion. C'était vraiment l'intérêt et l'objectif de cette session. C'est clair qu'en 1 heure, on ne va pas vous aider à mettre en place une stratégie achat et une politique achat responsable de façon très formalisée, mais on a essayé en tout cas de vous donner les premières clés de lecture et de vous pousser à réfléchir à ces sujets. Et si vous souhaitez évidemment continuer les réflexions et avoir accès à beaucoup de ressources, n'hésitez pas à aller vers le parcours achat responsable, à contacter Laurent. Laurent, je pourrais peut-être mettre ton mail dans Avec le... plaisir. Oui, super. Et justement, pour continuer dans ce cadre d'une démarche de progrès continu sur ce sujet et sur d'autres sujets RSE. Donc, merci à toutes et tous qui ont suivi cette première heure de formation. Pour ceux qui participent aux ateliers, on se retrouve tout de suite. Donc, au revoir à tous les autres.